C'est donc l'heure du Focus Pulps pour le mois d'avril 2024. Le Focus Pulps, on vous le rappelle, c'est simplement que chaque mois, en partenariat avec la librairie Pulps Comics, on vous propose de découvrir des titres VO à prix de lancement. On sait très bien, les single issues, ça coûte un peu plus cher si on compare vraiment au nombre de pages qu'on peut retrouver par rapport aux albums de la VF. Et parfois, sur des titres qu'on connaît pas, on hésite un petit peu à se lancer. C'est pour ça que nous sommes là, non seulement pour vous proposer donc des comics qui sont un petit peu moins cher à découvrir, et justement parce que on a le sentiment sur cette sélection que ça peut être pas mal. Alors, pour le premier comics dans ce Focus Pulps, Corentin, ça s'appelle The New History of the DC Universe. Pourquoi on a choisi ça à part parce qu'on est des énormes Yankees de DC? Oui, d'ailleurs, si tu peux déjà me retrouver l'équipe créative des deux suivants, comme ça c'est fait. Là, en l'occurrence, il s'agit de Mark Waid et Javier Rodriguez. Non, pas Javier Rodriguez, c'est avec différents... oui, pardon, excuse-moi, tout à fait. Jerry Ordway et quelques autres artistes dont je ne me souviens plus. En fait, il y aura des artistes différents pour chaque numéro. Bon, du coup, en l'occurrence, ça part a priori du concept qu'il avait développé avec Rodriguez chez Marvel, qui s'appelait The History of the Marvel Universe, l'histoire de l'univers Marvel, qui était disponible en VF chez Panini. En l'occurrence, il s'agit simplement de raconter l'histoire de l'univers DC Comics. Donc de l'univers au sens le monde de fiction DC Comics, quel est son point d'origine et quelle a été son histoire depuis sa cosmogonie originelle. Du point de vue on se sera raconté du point de vue de Flash, mais l'idée ce sera en fait que le lecteur sera amené à découvrir cette histoire comme si c'était un vrai bouquin d'histoire, comme s'il y avait une vraie chronologie tangible qui n'avait pas évolué au desiderata des éditeurs à travers le temps. Donc ça part évidemment du premier univers, même de la main qui crée l'univers, puis de la segmentation de l'univers en plusieurs réalités avec le Monitor, toutes les crises, tout ce qui a eu lieu entre-temps, et jusqu'à, alors je crois que c'était la Seconde Guerre mondiale, Arnaud Kikou. Golden Age, ouais. Voilà, puisque c'est en fait le Golden Age, c'est le moment où dans la vraie vie, les super-héros apparaissent avec Superman, avec Batman, avec Green Lantern, avec Wonder Woman, etc. Et alors, c'est à conseiller, je pense, plus aux geeks de super-héros, puisque c'est autant une histoire de fiction qu'un guidebook, en tout cas dans ce que ça présente. C'est-à-dire que l'idée, c'est justement de pouvoir appréhender les nombreux concepts qui traversent et qui jalonnent les règles de l'univers DC, l'histoire des plus grands personnages que sont un peu les dieux fondateurs, les New Gods, la Speed Force, les Green Lantern, les gardiens de Oa, les personnages terriens aussi comme Hippolyte et les Amazones, enfin tout ce qui va en fait avec toute la grande mythologie de DC Comics, tout ce qu'on peut mettre dedans, si en tout cas on se réfère à ce qu'il avait fait déjà avec effectivement le même plan de bataille sur l'histoire de l'univers Marvel. Sachant que le but aussi, c'est, si on est un gros fan de DC, c'est que Mark Waid va essayer de remettre un peu d'ordre par rapport à tout ce qui a été fait depuis Crisis, on va dire, c'est-à-dire que Crisis qui était un peu la première fois où on revenait vraiment en arrière pour expliquer un peu l'origine de l'univers et l'espèce de topographie un peu historique et cosmique de l'univers DC. Depuis là, récemment, il y a quand même eu beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu les New 52, il y a eu Rebirth, il y a eu Doomsday Clock, il y a eu Infinite Frontier, Infinity, Dark Crisis on Infinite Earth. Pas que, il y a même aussi Multiversity, il y a eu la Terre Flashpoint qui a servi d'un événement à part entière aussi. Et voilà, ça fait en fait beaucoup de concepts, et Death Metal, ça fait beaucoup de concepts qui se sont additionnés, qui se sont agglutinés les uns avec les autres au point de ne plus forcément être très cohérents, parce qu'en fait chacun des grands scénaristes qui est passé sur l'univers DC, que ce soit Geoff Jones, Joshua Williamson et Scott Snyder, et ensuite depuis Mark Waid et Williamson main dans la main, ont tous présenté un peu leur vision de ce qu'était vraiment le multivers, de ce qu'était vraiment le fonctionnement alpha de ce monde de fiction. Donc il était temps effectivement de faire un petit coup de propre, parce qu'il y a eu beaucoup de retcon, surtout pendant Dark Crisis, par rapport à des choses qu'on pensait connaître. Et pareil pour Metal, où on nous explique qu'il y a des multivers dans les multivers maintenant, donc c'est encore plus compliqué. Donc ça peut être pas mal effectivement d'avoir une petite lecture pour remettre un peu d'ordre. Ça c'est ton autre côté de droite, tu vois. J'adore l'ordre. Voilà. L'ordre et le contrôle, la sécurité. L'ordre et la sécurité. Voilà. Moi je suis contre les black blocs et tout ça. Et du coup et puis c'est Mark Waid aussi quand même qui marche très bien depuis qu'il est chez DC. On pensait justement, il avait dit qu'il avait une petite baisse de morale récemment, mais au final ça s'est pas trop ressenti dans son écriture. Il est toujours en forme, il est toujours à la capitainerie avec Williamson, qui n'a pas abandonné le travail chez DC non plus, mais c'est un peu plus lui qui tient les manettes sur les grosses séries et les événements depuis quelques temps, depuis 2 ans. Donc c'est très cool. Et en plus Mark Waid, qui était longtemps resté éloigné de DC Comics,
à cause d'un conflit avec Dan Didio qui a pu se résoudre quand Dan Didio est parti. Donc enfin, il va un peu faire tout ce qu'il voulait faire depuis le départ, effectivement là en ramenant Puis plusieurs ça se voit que depuis quelques années, il est quand même on fire. En ouais, fait. Surtout avec Superman, qui est un peu son personnage vedette à lui, dont il a un peu tout fait de ce qu'il ne pouvait pas faire chez DC, puisqu'il avait fait Irrécupérable, il avait fait quelques projets chez Marvel qui étaient là pour évoquer un peu la présence du dieu totalitaire, on va dire. Que là, ça y est, enfin, il peut toucher le vrai élément central, et du coup, on imagine que la série va se terminer par l'arrivée des Kryptoniens sur Terre, probablement. Ou en tout cas, l'effondrement de Krypton. Moi, je vois bien une série qui se terminerait justement sur le vol de Superman dans le ciel pour dire, voilà, chronologiquement, c'est là que tout commence. Tu crois pas que ça essaierait d'aller justement aussi synthétiser les... Enfin non, parce qu'ils ont dit que c'est jusqu'au Golden Age que ça s'arrêterait, quoi. Donc c'est juste ça qui est encore un petit peu flou, je pense, sur le projet, mais bon, vu... Ça dépend s'il met en parallèle passé et présent. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, mettons, il revient justement à l'origine du Monitor, et qui nous dit, et plus tard, le Monitor deviendra l'anti-Monitor dans Crisis, etc., etc. Tu vois, si en fait, il te met le point d'origine de ces personnages-là, pour après les mettre en comparaison avec ce qu'ils seront plus tard. Un peu ce que fait d'ailleurs Michael Red dans Superman Space Age, tu vois, où il y a un peu ce côté, on te met systématiquement en comparaison le passé, le futur, pour te dire, tu vois, ça va arriver, mais là, on n'en est pas encore là, etc. Ouais. Enfin, il faut voir. Yes, donc ça c'est notre première recommandation. La seconde, Corentin, ça s'appelle They Chose Violence. C'est donc un titre qui nous plaît. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit message derrière, je crois. Les thématiques sont plutôt actuelles. Oui. Donc c'est chez AWA, je sais plus comment on dit, AWA ou on dit AWA. AWA Studios. Les artistes disent AWA, donc. AWA Studios, donc une maison d'édition indépendante qu'on avait vu se lancer notamment avec Straczynski, avec The Resistance, et quelque part j'ai envie de dire que c'est un peu un titre qui a l'air de s'inscrire dans ce genre de thématique, c'est-à-dire dans de l'Uchronie, en rapport avec des faits de société, de politique très très actuels. Oui, même pas forcément de l'Uchronie en fait, puisque alors ça ne participe pas a priori de l'univers de Résistance, qui a été complètement abandonné. Hein. Donc juste pour te dire, c'est écrit par Sheldon Allen et c'est dessiné par Mauricio Campetella. Donc c'est pas des gens qu'on connaît beaucoup. Non, ils ont travaillé chez Scout, je crois, donc une petite boîte qu'on couvre très peu parce qu'elle est pas du tout distribuée en France. Comics Initiative en fait certains parfois. Très bien, voilà. Et ben en l'occurrence, voilà, si celui-là finit par arriver, mais c'est aussi l'intérêt de les acheter en single, c'est que a priori il y a très peu de distrib pour ce genre de projet. Même souvent, beaucoup de comics AWA qui sont pas arrivés. Hein. Il y a souvent les titres indés qu'on choisit, c'est aussi parce qu'on sait qu'il y aura pas forcément de VF. En tout cas que le risque est plus faible par rapport à d'autres. C'est pour ça qu'on essaie aussi de recommander des choses. Ou que c'est plus agréable à lire en épisodique qu'en tome relié. En l'occurrence, effectivement, c'est pas ça se prétend une uchronie, mais en fait, ça se base vraiment dans notre monde réel. C'est l'histoire de trois amis, trois femmes noires aux États-Unis qui ont fait leurs études ensemble et qui débarquent dans une société qui, une fois devenue adulte, est particulièrement raciste et particulièrement violente. Et notamment au niveau des conspirationnistes, des suprémacistes blancs. Donc un problème qui existe dans la société moderne, qui a toujours même plus ou moins existé. Enfin, c'est des racistes, hein, grosso modo, qui généralement vont commettre des actes violents, comme ça arrive dans la vraie vie, tu vois, comme il y a des gens, il y a des milices armées aux États-Unis, il y a des ratonnades en France, enfin tu vois, ça existe. Et elles, en fait, elles vont en avoir marre et vont décider de contre-attaquer, c'est-à-dire qu'elles vont s'organiser en collectif, se déguiser, se costumer et aller se venger en fait contre les gens qui ont été accusés d'actes violents, d'actes racistes, pour les torturer ou bien les tuer. C'est pas tout à fait clair de ce point de vue-là, mais grosso modo, voilà, c'est une sorte de côté un peu blaxploitation. D'ailleurs, il y a une cover alternative de l'artiste que j'aime beaucoup et dont je ne vais pas réussir à retrouver le nom tout de suite. Arnaud, Taylor Kirkham, non, Kyle Baker. Kyle Baker, merci, voilà. De Kyle Baker, effectivement, voilà, super artiste aussi. De Kyle Baker qui justement reprend cette idée un peu plus blaxploitation dans le côté radicalité, le côté un peu série B, le côté un peu violence, le but c'est de faire du revenge social. Et une fois qu'elles ont mis cette espèce d'action de justice en route, comme la violence engendre la violence et que l'escalade engendre l'escalade, un vrai tueur en série du monde réel en fait va apparaître et va commencer à imiter leur modus operandi. Donc en fait voilà, c'est la question étant est-ce que à se venger ou à emprunter le chemin de la violence et de la guerre armée contre des problématiques réelles et des vrais soucis, entre guillemets, je veux dire le racisme, etc., on ne risque pas en fait simplement de normaliser, de banaliser une violence qui du coup après devient hors de contrôle.
Donc voilà, ça interroge un petit peu justement, d'où le nom du titre, Dead Shows Violence. Ça interroge un petit peu justement même nos questionnements à nous qu'on peut avoir au quotidien par rapport aux solutions qu'on pourrait envisager par rapport à certaines choses. Enfin, je ne dis pas que je veux tuer qui que ce soit, évidemment, hein, mais c'est a priori un projet qui en l'esprit de beaucoup d'Américains en ce moment. Donc c'est plutôt chouette. Effectivement, ça fait de la prod pour Aiwa, qui était quand même un peu en désuétude depuis une bonne année. Il n'y a pas eu beaucoup de projets long format, il y a eu des one-shots. Il y a eu l'annonce de Protopias aussi tout récemment, mais qui a un partenariat, qui n'est pas une production originale. Depuis que Straczynski est parti, depuis aussi que Carrie Andrews est parti, et depuis que ils ont eu du mal à rebondir sur Christa Faust, enfin pas physiquement, mais à rebondir sur la carrière de Christa Faust ou leur créateur à eux. Il restait quelques projets de Milligan, de Mike Deodato Jr., mais des titres qui sont vraiment passés sous les radars. Là, c'est une première annonce qu'on espère amorcera une série, enfin d'autres annonces de séries ensuite, et avec un propos qui est actuel. Mais c'est toujours un peu pareil en fait quand la société, c'est l'intérêt des comics d'ailleurs, c'est que c'est un milieu qui est très mouvant et qui, comme ça coûte peu cher de produire, parce que c'est toujours un test d'envoyer un single issue à l'impression. Souvent les créateurs vont réagir immédiatement à des mécaniques de société actuelles, ce qui nous permet justement là avec l'élection de Donald Trump et pas que, enfin genre généralement le monde et ses problématiques de maintenant, d'avoir beaucoup de BD qui réagissent justement à chaud à la crispation des rapports sociaux, des rapports Ouais, ethniques. après ça a l'air d'être vraiment une BD qui, si on devait tracer dans les origines, ce serait du mouvement Black Lives Matter de 2020, enfin de la recrudescence de Black Lives Matter en 2020. Les créateurs sont, je crois, tous les deux noirs. Enfin, il me semble. Hein. Je dis ça de tête. Mais effectivement, ouais. Comme là, tu sais, on en parlait dans le dernier front page, Chip Zdarsky qui a annoncé White House Robot Romance. Ouais. Qui parle aussi un petit peu des crispations entre Canada et les États-Unis et la montée des IA. Voilà, c'est une idée, je pense, qu'il a eue dans les 6 derniers mois et qui se transforme déjà en BD, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Donc ça s'appelle They Chose Violence et c'est dans notre Focus Pulps, et le dernier numéro que l'on a choisi, c'est parce que c'est un auteur que Corentin aime bien, qui s'appelle Chris Condon, et le titre s'appelle News from the Fallout. Encore un titre d'ailleurs très joyeux dans ces thématiques. Hein. Oui, le pitch aussi est très joyeux. Ça, en l'occurrence, on pourrait le rapprocher d'une peur moderne, mais c'est plus une série rétro, dans le sens où ça se passe dans les années 60, au moment où les États-Unis continuent de parfaire leur art de la bombe nucléaire, donc de la bombe à hydrogène en l'occurrence, de la bombe à thermonucléaire, la bombe H, oui, la bombe à hydrogène, la bombe H, dans un petit diners qui se situe, je crois, dans le Nevada, parce qu'il me semble que les tests nucléaires ont eu lieu dans le Nevada, à moins qu'il ne s'agisse de ceux de Oppenheimer, je ne sais plus. Mais voilà, il y a des gens qui sont du coin, des personnalités un peu folkloriques, l'armée qui tire une bombe, la bombe de trop, entre guillemets, qui provoque subitement l'effondrement global avec la dégradation de l'atmosphère, etc. Enfin, le moment où ça y est, ça a pété, c'est le big one, et que en fait un soldat s'échappe de cette base pour éviter la catastrophe, arrive dans le diner, prévient les habitants qui vont se réfugier dans un abri antinucléaire local, sauf que lui-même est pourchassé par sa hiérarchie. Il y a des monstres qui apparaissent, il y a des tensions au sein du groupe sur est-ce que ce soldat est pas responsable de l'accident nucléaire, etc., etc. Donc une série qui a l'air effectivement pas très joyeuse, mais assez intense quand on voit les premières planches surtout. Elles sont super jolies, celles qui ont été montrées. Ouais, très grises. Si vous avez vu Twin Peaks, peut-être vous pouvez penser à l'épisode qui donne les origines du personnage de Bob, qui est filmé uniquement en noir et blanc. Ça fait un peu Ben Temple Smith aussi, je trouve. Ça fait Temple Smith, et surtout ça fait un peu Fallout. C'est vrai que c'est bête parce que la série s'appelle News from the Fallout. Moi, je me suis demandé s'il n'y a pas une vague inspiration. Quand tu regardes les planches, tu te dis que non, parce que Fallout a une esthétique paradoxalement plus joyeuse. Mais en l'occurrence, c'est vrai que accident nucléaire, série de survivalistes, de gens qui vont devoir un peu se réveiller après l'orage nucléaire, et le côté un peu paranoïaque, les choix où tu peux tuer, etc. Enfin, tu sens quand même des petites correspondances, sachant que Condon lui-même, c'est un mec qui grand fan de Greg Rucka, grand fan de Warren Ellis aussi, j'imagine, mais grand fan de Ed Brubaker. C'est plutôt un auteur de polar, et d'autres de polar assez froid en général. On dit néo-noir, c'est-à-dire c'est des polars qui reprennent en fait l'aspect désespéré et violent du film noir traditionnel. Là, ça a l'air d'être quand même une sorte de pas de côté, puisque on ne sait pas si ce sera vraiment un polar ou un néo-noir. Ça a plus l'air d'être une série survivaliste / apocalyptique. Donc ça a des codes et des aspirations différentes, mais généralement dans les comics de Condon, tu te marres pas beaucoup. On va dire, c'est si vous avez lu
date Texas Blood, publié en France, enfin un seul tome, publié en France chez Delcourt sous le nom de Texas Blood. Et malheureusement, c'est le plus mauvais de la série, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Vous verrez, voilà, c'est du polar écorché. C'est pas justement là où il peut y avoir un peu des aspects sulfureux ou comment dirais-je, ou tendre chez Brubaker. Lui, là, c'est pas un mec qui a beaucoup d'amour pour ses personnages. C'est d'abord de la chair à canon, ou bien des personnes très froides. Donc ça lui correspond tout à fait, et ce dessin lui correspond tout à fait, presque plus que celui de Phillips, puisque Phillips, il est dans l'expressivité, et en fait, ce qui va bien à Phillips, c'est plus un truc comme New Burn, où il y a justement une dose peut-être plus enlevée, légèrement plus enlevée, hein, c'est en pourcentage que je dis ça, c'est pas genre New Burn, c'est plus New Burn, ça, il y a quand même des dialogues snappy, enfin caustiques et tout, que Condon, lui, c'est pas trop son style. Vraiment là, on en avait parlé dans un podcast précédent, il va annoncer un projet récemment chez Onipress qui était issu d'une pré-publication sur Zoop, qui parlait d'une expédition de colons qui avaient fui l'est des États-Unis pour aller à l'ouest, s'étaient retrouvés bloqués dans une tempête de neige et avaient dû se bouffer les uns les autres pour survivre en attendant la fin de l'hiver. Voilà, c'est ce genre de BD que lui il fait. Donc là, le fait qu'il migre vers l'apocalypse nucléaire, c'est assez logique, et ça a l'air cool en tout cas. Très très bien, merci. Ouais, moi j'ai été frappé juste en voyant les planches aussi par l'esthétique que je trouve absolument sublime. Si vous voulez vous tapez News from the Fallout sur comicsblog.fr, vous aurez un aperçu des planches aussi. Et je pense que ça pourrait peut-être vous convaincre d'y aller. Mais en tout cas, voilà, ce sont les notre sélection de 3 titres pour le Focus Pulps, donc de ce mois d'avril 2024. Et n'hésitez pas à passer commande. Les liens sont dans la description de ce podcast. On espère que ça vous plaira.